Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Donc, on va commencer cette matinée par une session néonatologie, des cas cliniques qui seront présentés par professeur Mokhtari. Monsieur Mokhtari, c'est un grand Marocain qui nous accompagne pratiquement dans toutes les activités scientifiques de néonat ou de pédiatrie. Donc, je le remercie infiniment pour sa bonté, pour sa générosité, pour sa disponibilité. Il est toujours disponible pour nous accompagner, pour nous faire des sessions de néonat, de cardiologie. Donc, il est multidisciplinaire. Donc, je le remercie en votre nom et je lui donne tout de suite la parole pour nous parler des cas cliniques de néonatologie. À vous la parole, M. Mustafa. Merci beaucoup, Khoya Abdelrahim. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par le premier cas clinique. Hop, donc, c'est interactif. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Donc, c'est un petit garçon qui est né à terme, 38 semaines, poids de naissance correct, 3500 grammes, pH au cordon 7,25 dans la norme, score d'Apgar 10, bonne adaptation, pas de souci. Sauf que, dans les premières 24 heures de vie, il vomit jaunâtre. Il n'a pas émis son méconium. Et à 7 heures de vie, il est un petit peu distendu, il n'arrête pas de vomir. Et là, vous pensez à quoi déjà? Occlusion, bravo. Elle est haute ou basse? Une occlusion. Abdomen ballonné. Et il a commencé à vomir très très tôt. Il a commencé à vomir très tôt. Waha. Vous allez me demander un ASP. À 7 heures de vie. Alors pourquoi on ne fait pas l'ASP tout de suite après la naissance? Elle lèche. Donc il faut se méfier des ASP qui sont faits avant H4, H5 de vie parce que vous n'avez pas d'aération digestive encore. Ce qui fait qu'un ASP, quand on vous montre un ASP qui est fait à H2 ou la H3, soit il est franchement pathologique, auquel cas ça vous oriente vers quelque chose. S'il est douteux, vous le refaites. Il est nalèche, l'enfant n'a pas eu le temps d'avaler suffisamment d'air pour pouvoir avoir le cadre lique, pour pouvoir avoir les ondes intestinales. Donc, à H7 de vie, voici l'ASP. Qu'est-ce que ça vous montre, cet ASP? Oui, une double bulle, vous êtes sûr? Non. Donc, il a une poche à air gastrique qui est en place. Il a une aération qui est assez pauvre, il n'est pas très aéré, mais c'est encore tôt. D'accord? C'est une aération assez pauvre parce qu'on n'a pas une aération qui diffuse à tout le côlon et tout l'intestin grêle. Et on a l'impression qu'il y a un côté qui est plus aéré que l'autre. De ce côté-là, c'est un peu aéré. De ce côté-là, c'est un peu. On ne voit pas très clair sur l'image, mais malheureusement, la projection n'est pas très. Ouais. Projection, elle est plus sale que la réalité. C'est distendu. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il s'agit d'un syndrome d'occlusion néonatale. Avec un estomac qui est en place, il y a quelques onces grêles qu'on voit, et il n'y a pas d'aération colorectale. Une aération colorectale montre que l'air diffuse jusqu'au niveau du rectum. Ça veut dire que cet enfant, il a probablement un bouchon qui empêche l'aération colorectale. Donc là, vous pensez à quoi? Toujours une occlusion néonatale, très probablement basse. Donc on est dans le bas, on est dans soit un Hirschsprung, soit un bouchon, soit un ileus, donc on est dans ce contexte-là. Ok? À ce moment-là, donc on va voir en fonction, donc on a deux types d'anomalies, soit des causes organiques, soit des causes fonctionnelles. Les causes organiques, c'est soit le volvulus, mais c'est une occlusion haute. Généralement, ce sont des vomissements bilieux incoercibles avec un enfant avec parfois des selles sanglantes, soit une atteinte suffisamment basse au niveau du duodénum qui va permettre à ce moment, qui explique les vomissements. Les causes fonctionnelles, c'est donc à ce moment-là les pathologies basses telles que l'Hirschsprung ou là un bouchon ou là un ilus. Quels sont les... vous voyez, là on voit bien une image en double vue. Ce
qui n'est pas le cas de cet enfant. Là, c'est une atrésie jejunale, et on voit bien que la distension est importante. De l'autre côté, dans le Hirschsprung, on a des niveaux. Il n'a pas de niveau, cet enfant. Et donc, pour faire la différence entre les deux, donc on a un certain nombre d'explorations, en particulier l'échographie avec Doppler. D'accord? Et à ce moment-là, pour éliminer, bien sûr, le volvulus, c'est l'urgence la plus urgente qui vous oblige à opérer l'enfant à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Cet enfant n'avait pas de volvulus, parce qu'on a fait... C'est pas l'image, c'est pas l'aspect, c'est pas le contexte. Il n'est pas douloureux. Il vomit, mais il n'est pas douloureux. Le volvulus, ils sont très douloureux. Ils vomissent, et en plus de ça, ils ont des rectorragies, et c'est des enfants qui ont des troubles, enfin des troubles vasomoteurs. Ils deviennent tout rouges, tout blancs, tout rouges, tout blancs. Donc il y a du fait de la douleur. On fait l'écho, les vaisseaux mésentériques sont en place, il n'y a pas de souci du tout. Et devant cette image-là, devant cet aspect-là, avec un enfant qui continue de vomir, vous allez faire quoi? Vous avez fait l'ASP. L'épreuve à la sonde, elle n'a rien donné. Donc, on a éliminé un volvulus du grêle. On n'a pas de... Absolument. Donc, on va faire une opacification plutôt par le bas, puisqu'on est parti sur une occlusion basse. Donc, on va faire une opacification par le bas. Et à ce moment-là, quand on a décidé de faire l'opacification par le bas, voilà. Donc, ça, c'est la SPAH11. Donc, on a déjà un début d'aération. À 11 heures de vie, vous voyez, l'air s'est enrichi. Mais il reste quand même pathologique parce qu'il n'est pas suffisamment, vous voyez, il y a une espèce d'asymétrie d'aération. On n'a toujours pas de l'air au niveau de l'ampoule rectale. Ça, c'est du grêle, c'est pas le colon, ce que vous voyez là. C'est un grêle qui est très distendu. C'est pas le colon. Non, du tout. C'est un grêle qui est très distendu. Et donc, du coup, absolument. On opacifie, et voilà ce qu'on voit à l'opacification. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on voit que le produit de contraste monte, il avance assez facilement. On a deux éléments. On a un premier élément, c'est qu'il y a un passage qui se fait facilement, mais en même temps, on a un colon qui est extrêmement, qui devient grêle. Ça veut dire que c'est un colon qui n'a pas fonctionné. Soit un Hirschsprung très bas, terminal, soit un processus qui se passe ici. Alors, deuxième chose que vous allez voir, et à ce moment-là, vous voyez, donc le produit, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Hop, le grêle, le colon, il est fin, et en même temps, il s'arrête. D'accord? On a beau pousser, donc on a poussé un petit peu, on essaie de faire des manœuvres, bouger à droite, bouger à gauche, il y a un arrêt brutal du produit. Est-ce qu'il n'y a pas un bouchon qui est On est dans l'occlusion basse, atrésie 2, atrésie colique, c'est possible, atrésie du grêle, c'est possible, tout est possible, d'accord? Parce que, voilà, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Le lavement a été fait dans deux optiques. Premièrement, pour voir, et deuxièmement, pour traiter. Vous avez dit, si c'est un bouchon, avec le lavement évacuateur, il va évacuer. À ce moment-là, hop, on va dire, voilà. Donc il y a deux éléments, microcolon, et puis dilatation des dernières onces idéales. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on s'est dit, c'est une occlusion avec un microcolon non fonctionnel. On est parti sur l'atrésie. On s'est dit, peut-être c'est une atrésie du grêle. Mais il y a un passage de l'air. Il y a un passage de l'air. Donc s'il y a il y a un passage de l'air, c'est certain. Alors, soit c'est une sténose. Alors, le transit, il aurait pu apporter quelque chose, mais il est très long. Il faut attendre longtemps. Parce que quand tu fais un transit œsogastrodéodénal, tu vas avoir une idée sur l'estomac, sur le déodenum et sur les premières onces iléales, mais pour attendre, pour opacifier, pour regarder l'intestin, il faut que tu fasses des clichés successifs
H2, H4, H6 et ainsi de suite. Et si c'est une occlusion qui est, par exemple, intestinale, dans ce cas-là, bon, c'est le produit, comment ça s'appelle c'est des hydrosolubles, donc il ne pose pas de souci, mais n'empêche que tu dois être obligé de faire... Alors que qu'en passant par voie basse, on cherchait une occlusion basse. On s'est dit, probablement c'est un Hirschsprung. Probablement c'est une atrésie on hésitait entre l'Hirschsprung et l'atrésie du grêle. C'était les deux. Absolument. Le côlon, il est micro. On est dans un cadre d'un microcolon fonctionnel. Donc, c'est pas l'aspect des... Parce que on a des brides, donc c'est des brides qui a... Oui. Des brides qui peuvent faire ça. Il peut y avoir des brides anténatales. Il peut y avoir soit une compression extrinsèque, soit une sténose, soit une atrésie, soit du fonctionnel. Oui, c'est sténose incomplète. Parce qu'il y a de l'air qui passe. Donc il y a de l'air qui passe, qui est passé en tous les cas. Et que la disparité du canal, parce que tu dis que l'intestin n'était pas sollicité. Le côlon n'était pas sollicité au anténatal. En tous les cas, il n'était pas suffisamment sollicité pour se développer. Ok. Donc l'enfant descend au bloc opératoire. Il est ouvert. Le chirurgien, professeur Gauthier, à l'époque, il me dit, là, sur le bout de truc. Alors ici, vous voyez, ça c'est le côlon. Ça c'est le grêle. Ça c'est le côlon. Et ça c'est le grêle. Donc à ce moment-là, je descends. C'est des photos que j'ai prises moi-même. Gauthier, il m'appelle et il me dit, descends. Je vais au bloc, il me dit, bah, tu vois ce que je vois? J'ai dit oui. Alors, naturellement, je dis, ah bah, donc il y a une distension colique et il me dit, non l'ami, ça c'est le côlon et ça c'est le grêle. Donc il y a quelque chose entre les deux. Il y a quelque chose entre les deux. Et à ce moment-là, je lui dis bêtement, c'est une sténose. Il me dit, bon, on va voir. Donc il cherche, il commence il me dit, je ne vois pas de sténose. Et il ouvre l'intestin. Devant moi, comme ça, il me dit, ah bah, on va ouvrir, on va voir. De toute façon, il me dit, le chirurgien, ils ouvrent pour voir. Et là, il y a un Aelius meconial. C'est une mycoviscidose. Voilà, il commence à tirer avec sa pince, il tire, il me dit, voilà. Tu vois l'ami, c'est ça qu'on appelle un Aelius meconial. Donc, c'est un Aelius meconial. Donc, on est devant un enfant qui a une pathologie fonctionnelle et qui n'est pas une pathologie organique. Donc l'Aelius meconial, c'est quoi? Ça se voit dans quoi? Ça se voit dans, bien sûr, la mycoviscidose. Premier diagnostic, c'est la mycoviscidose. Et la première des choses qu'on a cherché, c'est bien sûr la mutation delta F508. On l'a trouvé chez cet enfant-là. On a trouvé une delta F508 Y122X. Et cet enfant-là, donc il a bien évolué, il a eu son traitement. Donc la mycoviscidose, c'est quoi? C'est une anomalie du canal CFTR. Donc ce sont des canaux, ce sont des anomalies des canaux sodés épithéliaux. Et donc c'est une anomalie de l'hydratation des muqueuses, toutes les muqueuses, que ce soit les muqueuses digestives, que ce soit les muqueuses rénales, intestinales, tout ce qui est muqueux, donc il est altéré du fait de l'altération des canaux sodés épithéliaux. Et cette altération des canaux sodés épithéliaux va entraîner à ce moment-là une déshydratation intrinsèque des selles qui deviennent très dures et qui empêche le péristaltisme intestinal de se faire. Donc chez le nouveau-né, elle se manifeste essentiellement. Je me dépêche un petit peu parce que comme on a pris un petit peu de retard, j'essaye de caser les... Parce que j'ai préparé 6 cas cliniques, mais je pense qu'on va... Si on arrive à caser 4, c'est déjà une bonne chose. Donc, chez le nouveau-né, elle se manifeste essentiellement par des signes digestifs. Donc l'Aelius meconial. Une constipation. Parfois, on trouve des reflux gastro-œsophagiens qui sont liés en fait à la distension abdominale. Chez le nourrisson et le grand enfant, c'est plutôt l'inverse. On a un petit peu de diarrhée, les infections respiratoires qui commencent à s'installer. Donc les manifestations respiratoires, elles sont tardives. Elles ne se manifestent presque jamais à la naissance. Quand je dis presque jamais, parce que j'en ai vu une fois un enfant qui avait, je pense, 6 semaines ou 8 semaines, qui est venu de Dakar pour une pneumopathie sévère apyocyanique, ce qui est
rare, et pour ne pas dire exceptionnel, avec une pneumopathie, mais franchement, avec du pus quand on a intubé, il y avait du pus qui sortait d'un enfant qui avait une mucoviscidose, et c'est la seule fois que j'ai vu un enfant qui a une manifestation mixte, digestive et respiratoire. C'est un nourrisson de 1 mois et demi ou 2 mois. Chez l'adulte, elle se manifeste, comme vous le savez très bien, par essentiellement des signes respiratoires, mais aussi digestifs, mais également par de l'infertilité, par obstruction des canaux déférents. Son incidence est l'une des pathologies les plus fréquentes, en tous les cas chez les Caucasiens, et le diagnostic se fait par le test de la sueur ou essentiellement maintenant par la génétique, par la recherche de toute la gamme. Il y a plus de 500 mutations actuellement. Et voilà, donc c'est une élimination massive du chlore avec un chlore qui est supérieur à 60 mEq par litre. Au niveau de la sueur, bien sûr. Donc, la réalisation, donc le test de la sueur, il n'est efficace qu'à partir de l'âge de 6 mois, avant l'âge de 6 semaines. Avant l'âge de 6 semaines, il est très très peu efficace. C'est pour cela qu'on donne plutôt la préférence à la génétique. Voilà, donc il se manifeste par une double insuffisance, une insuffisance exocrine et des troubles de la motricité digestive, donc une insuffisance de la motricité digestive. Et quand on traite essentiellement à ce moment-là par les enzymes, par les extraits pancréatiques, sans oublier la carence vitaminique en vitamines liposolubles. On est dans une expression digestive, donc il s'agit d'une anomalie de la perméabilité, et chez le grand enfant, il faut se méfier de l'intolérance aux protéines de lait de vache, il faut se méfier bien sûr de la maladie cœliaque qui est plus fréquente chez nous que la mucoviscidose. Je ne connais pas exactement l'incidence de la mucoviscidose au Maroc. Il me semble qu'elle est beaucoup plus rare que la maladie cœliaque, alors qu'en France, c'est plutôt la mucoviscidose qui prédomine. Voilà, donc je passe au cas suivant. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions ou quelque chose comme ça? À cet âge-là, non. Malheureusement. En général, il aide. Non, le test de la sueur, il aide quand on est, par exemple, devant des enfants qui présentent des signes digestifs à répétition, plus parfois quelques bronchopneumopathies, à ce moment-là, on fait le test à la sueur. S'il est franchement positif, il va nous orienter pour aller chercher la mutation. S'il est négatif, il élimine en grande partie la mucoviscidose. Alors, la fiabilité du test de la sueur dépend de beaucoup de choses. Elle dépend à la fois du technicien, elle dépend des conditions dans lesquelles, elle dépend de la quantité de sueur que tu as récupérée. Assez souvent, quand on a du mal à avoir beaucoup de sueur, on fait suer, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on fait suer les enfants, on les met dans une espèce de cape, on leur met une espèce de bâche transparente, et on met de la chaleur dedans, enfin on chauffe, de façon à ce qu'ils puissent suer. Quand ils n'arrivent pas à suer, et parfois ils n'arrivent pas à suer parce qu'ils ont des anomalies, bien sûr, des canaux sodés, et à ce moment-là, on fait un test qu'on appelle la pilocarpine. Donc on met de la pilocarpine sur un endroit précis, et ça chauffe, et comme ça chauffe, ça fait suer, on obtient un exudat, pas réellement une sueur authentique, et on met le capteur sur cet endroit où on a mis la pilocarpine, parce qu'il y a plus d'exudat, et on va analyser cet exudat. Mais sachez que la fiabilité, elle est de l'environ de 60 à 70%, pas plus. Mais c'est à partir de l'âge de 1 mois. On le fait habituellement après 3 mois. Oui, à partir de l'âge de 1 mois, tu peux le faire. Parfois, c'est mal toléré. Parce que c'est mal toléré quand tu les fais suer parce qu'ils ont très très chaud et ils ne supportent pas. Donc à ce moment-là, à partir de l'âge de 1 mois, tu peux le faire, mais c'est plus fiable à partir de l'âge de 3 mois. Toujours, parce que c'est un dépistage. Voilà, c'est un dépistage, c'est pas le... Alors, je vais passer sur un autre registre. Qu'est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ah non, il a tout laissé. Il a tout laissé. واش درت نعمل لا
Oui, la trypsine immunoréactive, on l'a fait chez le nouveau-né, c'est vrai, vous avez raison, sauf que la même chose, sa fiabilité, elle est moins fiable que le test de la sueur et que les tests génétiques. Alors, petite fille, née à 39 semaines, 3,5 kg, je passe sur un tout. Vous allez voir, chaque cas est dans un registre différent. 3,9 kg, là, ça s'adresse au réanimateur, donc, et néonatologiste. Voix basse, travail 6 heures, et brutalement, bradycardie fétale. 60 par minute, de manière brutale, sur une présentation de siège. Ça doit vous faire vous penser à quelque chose. Siège plus bradycardie fétale, brève, rapide, immédiate, ça doit faire penser à une seule, à la procédance du cordon. La sage-femme, à ce moment-là, elle, devant cette bradycardie, elle essaie d'ajuster les capteurs en disant c'est peut-être la mère qui a bougé, j'ai peut-être le RC, le rythme, le cœur de la mère. Finalement, hop, elle fait son toucher et elle tombe sur une procédance du cordon avec un cordon qui battait déjà de manière très très lente. L'appelle l'obstétricien qui confirme à l'écho qu'il s'agit bien d'une procédance du cordon et qu'il n'y avait pas de pouls au niveau du cordon. Comme c'est une présentation de siège, il fait une grande extraction de siège. Et donc, entre le temps elle était en salle de naissance, le temps du passage au bloc et ainsi de suite, cette petite, elle a eu une bradycardie pendant 17 minutes. Elle est née en état de mort apparente, avec une fréquence cardiaque inférieure à 60 pendant 17 minutes. Le pédiatre la prend en charge, donc on l'appelle en catastrophe en disant vite, 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 une présidence du cordon, donc il arrive à 1 minute de vie, ou 2 minutes de vie. À ce moment-là, hop, il essaie d'intuber vers 6 minutes de vie, commence déjà par la désobstruction, ventilation manuelle, massage cardiaque, voilà, donc il essaie d'intuber, il échoue la première fois, et dans le cadre de son échec, il fait tomber la sonde d'intubation. Au lieu de nettoyer cette sonde d'intubation et de la remettre pour sauver l'enfant, il demande une autre. Donc à ce moment-là, le temps d'ouvrir une autre, de chercher, toc, 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 il part 1 minute ou 2. Il l'intube à 6 minutes de vie. La petite récupère une fréquence cardiaque supérieure à 100 après l'intubation. Et donc, on code son Apgar à 0, 0, 1 et 3. 3 à 10 minutes. Ça veut dire qu'elle a un cœur à 10 minutes post-natal. D'accord ? On fait un gaz du sang à 30 minutes de vie, elle a un pH à 6,80. Vous avez vu le premier pH au cordon? Lactate 3,8. 6,80, base excess moins 22. Que pensez-vous? C'est une asphyxie périnatale. Comment 7,32, 3,4, 3,8 de lactate. Elle a un gaz qui est très bien, donc elle était bradycarde, mais elle supportait bien sa bradycardie parce qu'elle circulait bien, a priori. Et là, oui. Alors, c'est un cas clinique que j'ai vu qui, dans une session d'expertise, parce que le premier expert qui a fait l'expertise, il a dit la prise en charge anténatale est correcte puisque l'enfant est né avec un bon pH, 7,32 et des lactates à 3,8. Le pédiatre l'asphyxie est postnatale parce que le pédiatre, l'enfant a récupéré un cœur à M10 pendant les 10 minutes de vie postnatale. C'est là où les choses ne sont pas faites. Donc, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Oui, pourquoi? Oui. Oui, pourquoi? Normalement, la première minute, au cordon, il faut avoir un pH qui est acide. Oui. Et pourquoi il n'est pas acide? Voilà, c'est la question que je suis en train de réfléchir. On a prélevé peut-être au niveau Parce du qu'on cordon. ne traite pas la. C'est au niveau du cordon,
change sur le cordon. Il y a une non, c'est comme on prélève le pH de la mère. C'est du sang maternel. C'est comme du sang maternel. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Comment? Le déficit ombilical, je ne l'ai pas vu. Non, il n'est pas le même. Il ne sera pas le même. Alors, j'explique. Donc, cette histoire, là, le pédiatre qui a été mis en cause a été condamné en disant vous êtes responsable de ça. Il a démissionné, il est parti faire autre chose, il est parti faire de la santé publique ou dans une crèche ou quelque chose comme ça, alors qu'il était réanimateur. Naturellement, entre le moment où l'affaire se passe et le moment du jugement, il se passe des années, 4 ans ou 5 ans ou la chihaja. Et quand j'ai pris ce dossier il m'a été donné par mon chef de service, Denis de Victor, en me disant tiens, ça peut t'amuser, c'est une histoire perdue d'avance, ça peut t'amuser. Puisqu'il y avait déjà une expertise qui a été faite auparavant. Alors, en réalité, comment ça se passe? C'est que vous connaissez toutes et tous la circulation fœtale. La circulation fœtale, c'est 2 artères et une veine. La veine, elle ramène du sang ombilical de la mère vers le fœtus, elle alimente le fœtus, elle est riche en oxygène, riche en calories. Les artères, elles reflètent le métabolisme fœtal, puisque avec les artères, le fœtus, il envoie le sang chez sa mère. Donc il est pauvre en oxygène, riche en acide carbonique et riche, bien sûr, en déchets. C'est l'élimination même. Et dans ce transfert, la mère transfère entre autres les calories, mais aussi l'oxygène. Et quand vous avez, et l'oxygène, il dépend de quoi? Il dépend du flux dans la veine ombilicale. Lorsque le flux dans la veine ombilicale est suffisamment important, la saturation, elle est correcte au niveau fœtal. Elle est correcte à 60-70%. C'est ça la saturation fœtale. D'accord? Le pH fœtal, il est entre 7,24 et 7,34. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que si le pH est bon et si l'oxygénation est bonne, qu'est-ce qui se passe, monsieur Mustapha Chmlel, en anténatal? Le canal artériel se ferme. D'accord? C'est pour cela que c'est mis en hypoxie relative et en acidose relative, de façon à pouvoir maintenir le canal artériel ouvert. D'accord? Et donc, du coup, il y a un flux voilà, et ce flux, il va entraîner lui aussi, il va générer un flux cérébral. Et ce flux cérébral dépend du flux au niveau de la veine ombilicale. Ce flux de la veine ombilicale dépend de la mère. Là, on a les critères de l'asphyxie périnatale. On a un enfant qui est né au-delà de 34 semaines, parce que je vous rappelle que les critères d'asphyxie périnatale ne peuvent pas être appliqués chez les prématurés, de moins de 34 semaines. On a un pH inférieur à 7, ce qui est le cas. On a un base excès supérieur à 12, un base déficit supérieur à 12. Là, on a un acide lactique à 22, donc c'est une acidose très très sévère. Et nous avons à ce moment-là exclu les autres causes. Nous avons exclu une cause traumatique, nous n'avons pas d'infection, nous n'avons pas de problème génétique, donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on a exclus, mais on a tous les critères de l'asphyxie. Donc celui qui a dit asphyxie périnatale, je pense que c'est faux, il a raison, c'est une asphyxie périnatale. Mais pour savoir, est-ce que c'est une asphyxie périnatale, mais avec une accumulation anté- et postnatale. Sauf que les experts qui ont rendu la première expertise, ils se sont basés sur le gaz du sang. En se basant sur le gaz du sang, donc je passe sur les critères d'encéphalopathie que vous connaissez mieux que moi, je passe sur les critères de Thomson qui sont pas mal aussi, les critères de Thomson qui peuvent être évalués dans le temps, premier jour, deuxième jour, troisième jour, donc un certain nombre de critères, donc ils sont basés la même chose sur 4 critères, non plusieurs, beaucoup plus de critères, qui prennent en considération à la fois le niveau de conscience, plus les réflexes. Le score de Thomson, on ne l'utilise pas suffisamment, mais je le trouve intéressant. Et en fait, ce qui se passe, voilà, le pH à la naissance, il est comme ça. Je vous ai dit entre 7,24 et 7,34. Il y a presque un point, il y a 0,9 points de différence entre la veine ombilicale et l'artère ombilicale. La veine ombilicale est plus riche en oxygène et le pH est meilleur au niveau de la veine, tout simplement parce qu'elle reflète le métabolisme maternel. Et l'autre, le métabolisme fœtal. Et quand on est dans un contexte d'asphyxie, on a une acidose
Quand le pH est inférieur à 7 de manière isolée, ce qui se passe de temps en temps donc, chez vous, vous faites un gaz du sang, vous tombez sur un pH à 7 ou 6,95 ou la chihaja, mais l'enfant va très bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Par contre, lorsqu'il est associé à autre chose, lorsqu'il est associé à un bas excès élevé, avec des anomalies du rythme, avec un score d'Apgar mauvais, ainsi de suite, là, on est dans une asphyxie périnatale. Et dans le cadre de cet enfant-là, vous avez un prolapsus du cordon, une procidence du cordon. Procidence du cordon, c'est très simple. Vous avez à ce moment-là le cordon ombilical qui sort. Il est écrasé par la présentation. Là, c'est une présentation de siège. C'est pas très grave, mais quand c'est la céphalique, c'est beaucoup plus grave. Donc, il est entre la symphyse pubienne et les fesses de l'enfant. Il y a un écrasement du cordon ombilical. Il n'y avait pas de pouls, ni à l'écho, ni à l'examen clinique. Ça veut dire pas de pouls. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passage ni de la plaine ombilicale, ni de l'artère ombilicale. Il n'y a aucun mouvement. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Il n'y a pas de mouvement au niveau du cordon. Ce qui est vrai, il n'y a pas de mouvement au niveau du cordon. Et quand il n'y a pas de mouvement au niveau du cordon, qu'est-ce qui se passe? Le sang parce que juste avant, je vous ai dit, ce n'est pas un enfant qui a fait bradycardie, reprise, non du tout. Il a fait switch on, switch off. Brutalement, hop, bradycardie à 60, hop, arrêt cardiaque. Ok? Et quand ça se passe de cette manière-là, le sang qui est au niveau du cordon ombilical, dans le fragment du cordon ombilical, ce sang-là, il passait, yop, et puis brutalement, hop, il s'arrête. En s'arrêtant de passer, le sang reste intact pendant 1 heure. Pendant 1 heure, votre sang, dans la partie du cordon qui était interrompue, elle reste exactement la même. Le pH, tout reste le même. Ce qui fait que quand ils ont fait le gaz au niveau du cordon ombilical, en prenant cette partie-là, elle reflète le métabolisme avant. Elle ne reflète pas le métabolisme du fœtus après la bradycardie. Avant la bradycardie, oui, avant la bradycardie, l'enfant allait bien. La preuve, on a un pH qui... Mais une fois que l'enfant est né et qu'ils ont fait le gaz du sang sur l'enfant lui-même, là, ça reflète le métabolisme du nouveau-né, qui est le métabolisme fœtal, puisqu'elle va refléter ce qui s'est passé pendant les 30 minutes qui sont passées avant. Donc, le deuxième gaz du sang reflète ce qui s'est passé pendant les 30 minutes après la naissance, ou les 15 minutes après la naissance. Alors que celui qui a été fait à la naissance reflète ce qui s'est passé dans l'heure avant. Et ça, ils n'ont pas fait attention à ça. Et à ce moment-là, c'était l'argument pour, à ce moment-là, dire le pédiatre n'y est pour rien. Le pédiatre, il a eu un malade qui est mort. Il ne peut pas, c'est un réanimateur, ce n'est pas un ressuscitateur. Il ne peut pas ressusciter les morts. Il réanime les enfants qui sont en difficulté. Et là, le pédiatre, il a échappé de justesse. Et donc, il faut toujours se méfier d'un gaz du sang dont, quand vous avez un arrêt cardiaque fœtal, quelle qu'en soit la cause, état de choc maternel, procidence du cordon, rupture utérine, tout ce qui est une interruption brutale de la circulation fœtale, le gaz du sang au cordon, il n'est pas fiable. En dehors de ces situations, il est fiable. D'accord? Donc, il faut se poser la question. Alors, bien sûr, le pH est un bon élément à connaître à la naissance, mais c'est un mauvais marqueur. C'est un mauvais marqueur parce que c'est une valeur logarithmique. Par exemple, si vous prenez un pH qui va passer de 7 à 6,90, vous avez perdu 1 point de pH. Mais vous avez perdu 2 fois plus d'ion H+. Quand vous pensez quand vous perdez 1 point en disant quand je vous dis un pH à 7,30, vous allez me dire c'est normal pour quelqu'un qui vient de naître. Je vous dis un pH à 7,20, vous me dites il est un peu en dessous de la norme. Et pourtant, il n'y a qu'un point de différence entre les deux. Si je vous dis il a des lactates à 3,4, vous allez me dire ça va. Oh, il a 4,4, vous allez me dire ça va. Vous voyez, 1 point de lactate ne modifie pas grand-chose. 1 point de pH modifie beaucoup. C'est pour cela que le pH reste un marqueur extrêmement fragile à utiliser.
Nous, bien sûr, on utilise le pH, mais on donne beaucoup plus de valeur aux lactates, qui sont réellement le reflet du métabolisme anaérobie. Voilà, donc en plus, l'acide lactique, il ne traverse pas le placenta. L'acide lactique est fabriqué par le fœtus lui-même. C'est le reflet du métabolisme anaérobie, et il existe, il augmente, il existe tout le temps, l'acide lactique. Nous avons tous de l'acide lactique à des taux de 1,2 ou 1,4 millimoles par litre. Mais si on fait un effort non compensé par un apport d'oxygène, on se met au métabolisme anaérobie. Et donc le métabolisme énergétique dépend, bien sûr, de l'apport en sucre. Et quand vous avez à ce moment-là la difficulté d'apport en oxygène et en sucre, inadéquation entre les deux, c'est-à-dire énergétique et oxygène, vous n'avez pas de possibilité de faire passer l'acétylcoenzyme A. Ce n'est pas le glucose qui passe dans le cycle de Krebs. C'est l'acétylcoenzyme A qui passe dans le cycle de Krebs. On confond toujours en disant « Ah ben le glucose, il va rentrer dans le cycle de Krebs ». Non, non, pas du tout. Le glucose, il est métabolisé. Il est métabolisé sous forme de lactate, sous forme de pyruvate. Et le pyruvate est métabolisé sous forme d'acétylcoenzyme A. C'est l'acétylcoenzyme A qui rentre dans le cycle de Krebs et qui va donner toute la chaîne avec la libération de, je pense, 28 ATP plus de l'oxygène plus de l'eau. D'accord? Et donc l'acide lactique, c'est a priori le meilleur marqueur. Pourquoi c'est un très bon marqueur? Parce que, voilà, quand vous prenez le gaz du sang, je vous ai dit tout à l'heure, le gaz du sang au canton, il est de 7,24 à 7,34. On a un point. Mais 7,24, il peut être à 7,245, 7,248, 7,249. On est presque à 7,25. Donc, il y a un nuancier qui est très très fin, mais qui est, on dit 7,24 ou la 7,25, c'est à peu près la même chose. 7,26, c'est à peu près la même chose. Alors que pour les lactates, il y a un cut-off. On sait que le cut-off est à 3,9. En dessous de 3,9, vous n'avez pas de risque. Au-delà de 3,9, vous avez un risque croissant en fonction de votre taux de lactate. Vous êtes à 3,9, vous n'avez pas de risque. À 4, vous avez un risque qui est de l'ordre de 5 à 10% de développer une encéphalopathie. À 6, vous avez un risque de 15%. À 9, vous avez un risque de 30%. À 15, vous avez un risque, de lactate supérieur à 15, vous avez un risque de 100% de développer des séquelles, pas obligatoirement graves. Donc, il y a tout un abac concernant les lactates. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant ce cas clinique ? Ils n'ont pas fait de lactate. Si, ça a été fait. 3,2 à la naissance. Au cordon. Si, ça a été fait. À 30 minutes, ils étaient à 20. Non, c'était le base d'excès qui était à 22. Oui, ils n'ont pas fait les lactates. Alors, moi, ce que je conseille, d'ailleurs, je vais faire un topo le 26 avril, ici à Rabat, avec les gynéco-obstétriciens pour leur journée. On m'a demandé de parler, bien sûr, des problèmes médico-légaux, voilà, dans le cadre de l'expertise. Moi, je pense qu'il faut avoir l'habitude de faire des gaz du sang au cordon ombilical. Ça vous protège. Ça vous protège. Est-ce que vous connaissez, on confond deux choses, l'encéphalopathie néonatale et l'asphyxie périnatale. Dans notre attitude, quand on voit un enfant, n'importe qui de nous voit un enfant, il va dire il est né avec un mauvais score d'Apgar, il a ça, il ne s'adapte pas très bien, il a ceci, donc c'est une asphyxie. D'accord? C'est une asphyxie périnatale. Est-ce que vous savez actuellement combien les asphyxies périnatales représentent de pourcentage des encéphalopathies néonatales? Bravo. Entre 4 et 20%. 4 et 20%. Des enfants qui ont une encéphalopathie néonatale, selon les critères que vous allez regarder, vous, la grille de Sarnat, le score de Sarnat, mais vous notez le score de Sarnat avec le stade 1, le stade 2, le stade 3. Une fois que c'est noté, vous avez un pH qui est acide, vous avez des lactates qui sont élevés, et avec tous ces critères-là, vous avez le risque, que ce soit une asphyxie
20%. Allez, vraiment généreux. La plupart des études montrent que c'est environ 10%. Ça veut dire 80%, ce n'est pas ça. D'accord? Et qu'est-ce qui va sauver l'obstétricien et vous aussi? Parce que l'obstétricien va dire, il a crié quand je lui ai donné, hop, il a crié. Et vous allez dire, mais non, il n'a pas crié, alors il a fait, c'est tout. Et on se retrouve tous les deux. Pourtant, personne, tout le monde est innocent dans cette affaire. Actuellement, il y a des études qui sortent sur le séquençage de génome et sur le séquençage de l'exome qui montrent qu'on trouve des anomalies dans 30 à 80% des enfants qui ont une encéphalopathie néonatale considérée comme asphyxie périnatale. 30 à 80% d'anomalies de séquençage. C'est énorme, c'est énorme. Donc du coup, il y a cette culpabilité, une double culpabilité, administrative et morale. Parce que quand tu sors de là, tu dis وعلاش لو كان غير زوج دقايق مشيت تقبل وانا تلاقيت مع هذاك الويل وشدني علاش alors que tu n'y es pour rien. والobstétricien لو كان ديك الوقت درت واحد لا سيزاريان واحد 10 minutes قبل لو كان تهنيت alors qu'il n'y est pour rien. Ok, allez, on va passer à autre chose. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation avec d'autres conséquences, l'apprentissage, en dehors des paralysies cérébrales? Oui. Alors, les conséquences. Les conséquences de l'asphyxie. Oui. Alors, les conséquences de l'asphyxie. Les enfants qui paraissent, qui évoluent bien, mais à 5 ans ou 7 ans, ça a été démontré dans les études, donc je réponds en complément de réponse, que même avec le Saramata, vous allez tomber. Absolument. À l'âge préscolaire, à 5 ans et à l'âge de 7 ans. Absolument. Ils sont revenus pour revoir les critères de mettre le nouveau lait sous hypothermie, même avec le Saramata. Oui. Le Saramata, d'après le contexte, il faut revoir la gaz de litre. Il faut voir pH, l'état clinique et même avec le Saramata. Et tu as raison. Les mild formes, les mild pour lesquelles on se disait tout va bien, elles sont fausses. Parce que quand vous prenez ces formes-là et que vous les comparez avec des enfants qui n'ont jamais eu d'anomalie du rythme cardiaque fœtal, il y a une différence énorme. Et les conséquences, je vais te raconter une histoire pour laquelle on est en train de faire une expertise depuis 1 an. Une jeune fille de 23 ans, 2003. Elle est née en 2003, dans une clinique. À l'âge de 23 ans, elle se pointe en disant, handicapée, lourdement handicapée, très intelligente. Elle a fait des études supérieures, elle a eu le bac sciences avec mention, machin, elle s'est inscrite, elle a envoyé son CV pour être inscrite à l'école vétérinaire, elle était acceptée. Au moment de l'entretien, il voit arriver une petite qui marche comme ça, qui a la bouche comme ça. Elle bave, ils lui ont dit ce n'est pas possible de vous prendre. Vous ne pouvez pas courir derrière les animaux pour les attraper. Hein. C'est pas possible. Vétérinaire, elle est brillante intellectuellement. Elle est très lente quand elle parle. Magnifique, franchement. Quand vous la voyez, vous allez dire. Donc, avocat et machin et tout, c'est une, paraît-il, asphyxie périnatale. Donc à ce moment-là, on a été sollicité pour regarder le dossier de 2003. 2003, il n'y avait pas d'obligation d'avoir de gaz du sang, il n'y avait pas d'obligation d'avoir un score de Sarnat. Donc il fallait essayer de trouver quel est le moyen. Voilà. Elle avait une forme minime avec un pH à 7,24. Pas excès, elle avait avec des lactates à 5,6. Et elle a été pas mise sur les hypothermies parce qu'il n'y avait pas d'indication. Et à l'époque, il n'y avait pas d'hypothermie. Et elle a bien évolué au néonat. Elle n'a posé aucun souci, pas de convulsion. EG normal à 24 heures de vie. Elle est sortie chez elle. Elle a évolué convenablement pendant les 2 premières années. À partir de la 2e année, elle a commencé à avoir des difficultés motrices. Après, difficultés motrices qui s'aggravent. Après, vraiment tétraplégie spastique. Donc elle est très spastique, elle ne peut pas bouger, enfin triplégie, il n'y a que le bras gauche qu'elle bouge bien, le reste elle ne bouge pas beaucoup. Et donc du coup, on a fait une première session d'expertise
C'est une expertise qui est ancienne, donc on était une quinzaine, il y avait la partie qui défend l'enfant, enfin la grande et ses parents, il y a la partie qui défend la clinique, la partie qui défend l'assurance, la partie qui défend ceci, on était une vingtaine. C'était assez chaotique. Et après, on a fait une deuxième par visioconférence parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Là, on doit faire une troisième. Et on n'arrive pas à trancher. Donc là, je suis en train de rédiger son rapport en disant c'est probablement une origine génétique qui n'a rien à voir avec l'asphyxie. Pour avoir l'asphyxie, il faut des critères immédiats. C'est-à-dire, je vous ai montré des critères. Un événement sentinelle, une bradycardie authentifiée sur le rythme cardiaque fœtal. Et ça s'appelle événement sentinelle. Il faut avoir un pH au cordon inférieur à 7. Il faut avoir une mauvaise adaptation à la naissance. Score d'Apgar inférieur à 5 à M1. À M5. Nécessité de réanimation. Donc il faut avoir l'acidose, anomalie du rythme, plus événement sentinelle, plus image radiologique évocatrice, c'est-à-dire IRM évocatrice avec des lésions des noyaux gris centraux, plus une encéphalopathie néonatale compliquée d'une tétraplégie spastique. Tous ces critères doivent exister. Et il y a un quatrième critère, celui éliminer les autres causes, traumatiques, génétiques, métaboliques, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on ne peut pas faire. Donc du coup, quand on va en disant, ah bah oui, ça ressemble, il a une tétraplégie spastique, IRM. Si l'IRM est normal, même à 5 ans, l'IRM est normal, ce n'est pas une asphyxie. Une IRM est toujours pathologique dans une asphyxie, qui donne une asphyxie qui n'est pas une mild form, qui n'est pas une forme minime, une forme minime ne donne pas de tétraplégie spastique. Vous avez un enfant qui a une tétraplégie spastique avec un syndrome pyramidal et extrapyramidal, obligatoirement vous avez une atteinte des noyaux gris centraux. Et l'atteinte des noyaux gris centraux ne se répare pas avec l'âge. Il reste des stigmates. Et l'enfant va développer une atrophie corticale, qu'on le veuille ou non. Donc vous allez avoir une atrophie corticale, vous allez avoir un petit peu de trouble visuel, vous allez avoir à ce moment-là des lésions IRM. Vous n'avez pas de lésions IRM, vous ne pouvez pas dire que c'est ça. Nabsidi. Oui. Non. Non. Alors, les indications, enfin les recommandations, de préférence au niveau de l'artère, enfin de préférence les deux, pour pouvoir comparer. Si c'est impossible au niveau de l'artère, si c'est impossible au niveau de la veine, et à partir du moment de la veine, tu as un coefficient de machin qui est de 0,9. Tu as un pH à 6,21, tu rajoutes 0,9, ça fait 7,22. Tu rajoutes 0,9. Les lactates, je vous ai montré tout à l'heure des courbes de Thiuli. Lactate veineux ou artériel, le coefficient de correspondance est de 0,39 ou 0,38. Donc tu as un lactate à 2,5, tu lui rajoutes 0,38, ça te fait 0,53. C'est pas beaucoup. Histoire très ancienne. 1999. Authentique, mère 28 ans, G1P1, grossesse normale. Oh. Et pourquoi vous ne voyez pas le slide? Parce que je n'ai pas fait ça. Yes. Et ah ouais, c'est ça. Il nous reste combien? 42 minutes, ça va. Mais je pense que non, il nous reste 30 minutes. Donc, un enfant qui est né à terme, 3,5 kg, après une rupture de la poche des os de 81 heures, le RCF peu oscillant, 3,560 kg, 50e percentile au moins, 50 cm, 35 cm, un garçon bien portant, impeccable. Score d'Apgar 8,9. Il a une énorme bosse sérosanguine, une fontanelle norme tendue, hémodynamique normale à naissance, il a un temps de recoloration immédiat, il est rose, pas de souci. Ok. Et à ce moment-là, c'est pas la bonne, mais bon, c'est pas grave. C'est pas la bonne, mais c'est pas grave parce que j'avais synthétisé beaucoup plus. Attendez. Non, c'est pas celle-là, parce que celle-là, elle est trop longue. Hop, 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 hop. C'est pas celle-là, puis celle-là.
je l'avais. Si, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, je pense. Pourtant, je l'avais l'impression de l'avoir synthétisée. Donc, je l'avais synthétisée, c'est pas la bonne. Parce que celle-là, c'est la version très longue. Alors que, hop, j'ai du mal à trouver la souris avec le M. Ah, elle est là. Vous voyez, elle vient. Ah si, elle est là. واحدة أخرى اللي peut-être que c'est celui-là. Celui-là, c'est le 2802. C'est pas celui-là. 304 2025, c'est exact, c'est celui-là. Bon, c'est peut-être celui-là. Ouais, allez. Ouais, allez. Donc, rupture de la poche des os de 81 heures, accouchement par voie basse ou péridurale, syntocinon, et comme il y avait un liquide qui est devenu méconial, enfin, absence, du fait de la rupture de la poche des os prolongée, il n'y avait plus de liquide. Ils ont fait une amnio-infusion. Vous savez ce que c'est qu'une amnio-infusion? Voilà, donc à ce moment-là, ils font injecter du sérum physiologique dans l'utérus de la mère à travers donc une piqûre dans l'utérus de la mère pour pouvoir avoir un petit peu de liquide amniotique pour faciliter l'accouchement. L'enfant né à 8 heures de vie, il a une cyanose du visage pendant le sommeil. L'examen clinique est rassurant, il a été vu par le pédiatre, il trouve qu'il va bien. Et au moment de l'examen, il y a eu quelques apnées. Il faut arrêter de respirer. Il mâchonne un peu. Donc à ce moment-là, il examine la bouche. Il ne trouve pas de lait. C'est noté, pas de lait dans la bouche. CRP, il récupère sa CRP parce qu'après 81 heures de rupture, donc ils ont fait un bilan infectieux avec une CRP négative, une bactério-négative. Et à ce moment-là, il dit, il n'est pas infecté, voilà. Donc il a mal à la tête. On lui donne du paracétamol parce qu'il a une énorme bosse sérosanguine et il met ça sur le compte de la douleur. Disons, il a mal, il fait des apnées et c'est pour cela qu'il est crispé. Je lui donne un peu de paracétamol. H12, l'infirmière l'appelle en disant, écoute, il continue à faire des apnées. Lui mettre de la caféine et H13, donc 1 heure plus tard, continue à faire de plus en plus d'apnées et surtout des bradycardies. À ce moment-là, il se dit, il est très douloureux, je vais quand même le transférer en réa. Il l'intube, il le ventile, il le transfère en réanimation. Il arrive en réanimation, le réanimateur était très très content, même s'il était 4 heures du matin, il se dit, il est venu pour rien. Voilà, pas de problème, pas de pathologie pulmonaire, il était ventilé sous air, il a été extubé très 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 vite, il commence une antibiothérapie par claforan, clamoxyl, Janta, c'était la mode à l'époque, CRP négative, LCR, ils ont fait quand même un LCR qui est négatif, la bactério est négative au direct, pas de thrombopénie, taux d'hémoglobine 16 grammes, pH impeccable, voilà, PaO2 bien, PaCO2 bien, pensez à quoi? D'accord. Donc, à ce moment... Les PNN, ils sont normaux. Une écho de cérébral, écho-cérébral, oui, tu as raison. Que d'autres? Et pourquoi vous êtes partis tous au niveau du cerveau? Parce que vous avez vu le titre, c'est ça? Il y a des apnées, bradycardies, ce sont des convulsions. D'accord. Absolument, vous avez bien raison, parce que là, ils sont partis avec l'idée de dire probablement c'est du sepsis, ça peut expliquer ça, mais la CRP négative, la bactério négative, voilà, ça n'élimine rien. Il peut avoir une bactériémie, absolument. Ouais. Oui. Oui, 81 heures. 80 heures. D'accord, il y a un intervalle quand même. Oui. Cet intervalle, c'est
l'équivalent de ce qui est convulsion, mais même si avec la CRP qui est faite avant H12, Oui, donc ça n'a pas de signification. absolument. Deuxièmement, donc, il y a les éléments de l'animation du mouvement du PNN immature. Ils n'ont pas fait les PNN immatures, c'est vrai, mais les PNN, ils étaient, je pense, à 12 000 ou 13 000, donc ils n'étaient pas très élevés. Et ils n'ont pas demandé, bien sûr, la procalcitonie. Non, à l'époque, elle n'existait pas encore, 99. Si, elle existait. Elle existait. Même avec tout ça, donc, Parce que le... on ne peut pas y faire. Regardez l'antibiothérapie et aller chercher avec EG. Vous avez raison de demander un EG. Décharge critique postérieure gauche. D'accord? Demandez quoi d'autre? Quelqu'un a demandé une ETF. D'accord, c'est Mustafa, on attend que l'ETF. Zone hypoécogène, doute sur AVC. Possible. C'est possible. IRM. L'IRM, ils n'ont pas fait. Parce que l'IRM n'était pas disponible à ce moment-là. En 99, il y avait très peu d'IRM. On fait un scanner. Il met hypodensité de substance blanche et du centre semi-ovale gauche et doute sur hypodensité frontale droite. Comment? Il a une hypodensité. Hein. Donc, il a ischémique. Donc, il a un AVC ischémique, effectivement, droit, qui correspond à l'artère cérébrale moyenne droite. Donc, l'AVC périnatal, donc c'est un AVC périnatal, assez fréquent, 1 pour 1000 à 1 pour 3000. Donc, alors, pas toujours. Parce que l'AVC néonatal, l'impotence fonctionnelle, elle existe pratiquement dans 50% des cas. Et 50% des cas autres n'ont aucune impotence, pas la moindre. Rien du tout. Convulsion, parfois même pas clinique. Et voilà, donc des équivalents convulsifs et des enfants qui passent complètement inaperçus. Il y a des enfants pour lesquels on a fait le diagnostic à l'âge de 4 mois, 5 mois, 6 mois, devant une zone qui a devenu atrophique, qui correspond à l'artère cérébrale moyenne. Ce qu'on appelle un AVC présumé périnatal. Parce que quand on est à distance, à l'âge de 4 mois ou de 5 mois, on ne peut pas dire qu'il est périnatal. On ne peut dire que présumé néonatal. Donc l'AVC néonatal est quelque chose d'assez fréquent. En France, il y a à peu près 600 à 700 nouveau-nés par an qui ont un AVC néonatal. Et ça commence en anténatal. Et donc on considère tous ceux qui commencent après 20 semaines de gestation jusqu'à 28 jours de vie considérés comme des AVC périnataux. Ils peuvent être soit hémorragiques, effectivement, soit ischémiques, soit mixtes, avec une ischémie qui saigne. 50% surviennent pendant la période périnatale, c'est-à-dire immédiatement avant la naissance ou immédiatement après la naissance, au cours de la première semaine de vie. D'accord, voilà, donc il y a, pour répondre à votre question, il y a de temps en temps des hémiparésies ou des hémiplégies ou de la chihaja, surtout les hémiparésies, un déficit minime qu'on peut trouver par exemple chez un enfant qui traîne un petit peu la main ou la chihaja, à l'âge de 3 mois ou de 4 mois ou de 6 mois ou de la chihaja, et on ne sait pas quelle est la cause. Et quand on fait l'imagerie, on tombe sur un AVC qui est passé complètement inaperçu. Alors, assez souvent, vous voyez, vous avez les formes qui sont, ischémiques, les formes hémorragiques. Et les formes ischémiques, elles commencent en anténatal, comme vous le voyez. Les formes hémorragiques, habituellement en postnatal. Ça, c'est toutes les parties ischémiques, avec des lésions précoces. Les parties hémorragiques, voilà. Et les parties hémorragiques, elles se manifestent assez souvent à la naissance. Alors que ischémiques, elles peuvent se manifester en anténatal. Parmi lesquelles nous avons à ce moment-là des causes artérielles et des causes veineuses. Celles qui se manifestent le plus, ce sont les causes de manière rapide et de manière effective, ce sont les causes artérielles. Les causes veineuses, elles se manifestent plus tard chez le grand enfant. L'AVC dont on vient de parler, néonatal, typique, voilà, c'est le plus fréquent. C'est celui qu'on voit le plus fréquemment, 80 à 90% des cas. Il concerne dans 60% des cas l'artère cérébrale moyenne, dans un peu 30% des cas la gauche,
Et dans 10 à 15% des cas, ça dépend, il peut concerner les deux, ou il peut concerner également les zones occipitales. Parfois, il peut concerner tout un hémicerveau. Le diagnostic, très facile quand on a l'imagerie sous la main, très compliqué quand on n'a pas d'imagerie. Ce sont des enfants qui se manifestent par des convulsions assez souvent, donc un syndrome irritatif, par des convulsions brèves, très très brèves, répétitives. Chez des enfants qui ne perdent pas entre deux convulsions, ils sont strictement normaux. Vous les examinez. Moi, j'ai déjà vu des enfants pour lesquels, je vous assure, authentique, le gamin, il a le biberon, il s'arrête, il convulse, il s'arrête, on lui redonne le biberon, il boit le biberon, de manière strictement normale. Et là, c'est typique de l'AVC. Donc, le EG vous oriente vers une zone particulière. Il faut savoir que le EG peut être trompeur, parce que nous avons le corps calleux. Et quand vous avez une irritation, par exemple, à droite, elle peut se transmettre à travers le corps calleux à gauche aussi. Vous allez avoir à ce moment-là des convulsions qui concernent essentiellement la partie droite, et on vous dit, ce sont des convulsions. Quand vous regardez sur votre tracé EEG, vous avez les 4 électrodes en haut qui correspondent par exemple à la droite et 4 en bas qui correspondent à la gauche. Vous allez avoir une convulsion ici qui commence ici. D'abord un début à droite, toc, 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 et après elle va diffuser à la gauche. Le CFM, parfois, il fait l'affaire. Oui, le CFM, il fait l'affaire, effectivement. C'est le jet d'amplitude. Voilà, donc le jet d'amplitude, il peut à ce moment-là distinguer les deux. Mais le jet standard, il va vous dire qu'il y a une diffusion, ce qui fait que quand on n'est pas alerté là-dessus, on va se dire, ah ouais, donc c'est des deux côtés, donc c'est pas l'AVC, c'est autre chose. C'est une épilepsie, c'est une convulsion, c'est une asphyxie. Assez souvent, ça se passe dans ce contexte-là, où vous avez une rupture prolongée, vous avez un travail qui... Là, le travail, il a duré un temps interminable. Je vous ai résumé le truc, mais ça a duré très 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 longtemps. Et c'est pour cela qu'on s'oriente plutôt vers l'asphyxie que vers l'AVC. Donc, l'imagerie, c'est l'IRM qui confirme le diagnostic. Le TF, là, il a du bol, mais le TF ne voit pas toujours l'AVC. Pas toujours. Sauf si vous avez un œdème autour qui est installé, à ce moment-là, vous pouvez le voir par contraste, parce que vous avez l'œdème. Si vous n'avez pas d'œdème, vous ne voyez pas. Les complications variables, il y a des enfants qui s'en sortent super bien. 30% des cas des enfants, ils n'ont aucune séquelle. Et dans les 60 à 70% des cas, les séquelles peuvent être minimes, parfois modérées, parfois même assez avec une hémiplégie authentique. La grossesse prédispose à la coagulation. C'est la grossesse elle-même. Il y a deux facteurs en période périnatale. Il y a la grossesse et puis il y a le fœtus. Le fœtus, d'abord je commence par lui, il a une hématocrite très élevée. Il a 60 à 70% d'hématocrite, il a 19 grammes d'hémoglobine. Ça veut dire qu'il a une viscosité sanguine qui est très importante. Donc la circulation sanguine, elle est ralentie. Le mouvement du sang est très ralenti. Et puis, au niveau, quand vous prenez le placenta, au niveau de la partie fétale de la placenta, la partie qui est collée vers le fœtus, qui va vers le fœtus, à ce moment-là, elle est très fragile. Ce qui fait que quand vous avez un contexte de chorioamniotite, ou vous avez n'importe quel contexte, vous allez trouver à ce moment-là des micro-emboles qui se forment au niveau de cette zone. Et au moment où, pendant le travail, ou même avant le travail, vous avez à ce moment-là une migration. Et cette migration d'embole, elle va passer au niveau du cordon ombilical, elle va monter jusqu'au niveau du cœur du fœtus, ou du fœtus. Vous clampez le cordon, vous avez une circulation transitionnelle, avec des shunts qui sont ouverts pendant les premières 48 heures. C'est pour cela que les AVC se manifestent assez souvent pendant la semaine qui suit la naissance. Tant que vous avez les shunts qui sont ouverts, vous avez la possibilité de passage de droite à gauche, avec, circulation systémique et un embole qui va aller au niveau du cerveau ou au niveau du rein. C'est pour cela que les deux critères, donc thrombose des veines rénales ou accident vasculaire cérébral, que ce soit artériel ou veineux, ils sont plus fréquents pendant la période néonatale. Donc les mécanismes physiopathologiques sont encore inconnus jusqu'à présent, mais on suspecte plusieurs mécanismes.
Le premier, c'est que est-ce qu'il y a une participation mécanique, c'est-à-dire au moment de l'accouchement par voie basse, présentation céphalique, vous avez une pression qui s'exerce d'une manière très très importante sur le cou fœtal, avec une interruption de la circulation transitoirement, et puis une reprise de la circulation avec une migration de l'embole pendant ce temps-là. Donc, c'est une hypothèse qui n'est pas confirmée. Est-ce que la déshydratation pendant les premières 24 heures ou 48 heures de vie, ce qu'on appelle la rétraction du volume extracellulaire, quand le fœtus perd, par exemple, enfin, le nouveau-né perd 5 ou 6% de son poids du corps par déshydratation, on est parti déjà sur une hématocrite de 60 ou 65%. L'hématocrite peut augmenter encore plus. Donc cet épaississement du sang, il entraîne lui aussi, enfin il prédispose aussi. Dernier élément, qui est probablement le plus vrai, c'est la migration d'un embole à partir de la face placentaire de la mère, qui va passer au niveau, à ce moment-là, des shunts, soit par le foramen ovale, oui, ce sont le foramen ovale qui va passer de droite à gauche, et après, il va migrer vers les vaisseaux du cou. Le milking ne prédispose pas réellement. Il n'a jamais été décrit de prédisposition spéciale, plus d'accidents d'AVC avec le milking. En plastique, ils sont décrits en cas des deux jumeaux, le décès d'un jumeau. Oui. Ça c'est vrai, parce que si vous faites des anastomoses, en raison des shunts, effectivement, quand vous avez le décès d'un jumeau déjà ça prédispose parce qu'il y a deux choses. Il y a la réaction inflammatoire, qui est liée au décès du jumeau, avec libération des cytokines, d'une part, et les cytokines peuvent à ce moment-là entraîner des vasospasmes cérébraux chez le fœtus qui est vivant. Oui. Il y a des pathologies de l'hémostase où il y a des hypercoagulabilités. Absolument. On y arrive. Absolument, on y arrive. C'est Mohamed, on y arrive. Voilà, donc quand on s'intéresse donc aux études du placenta et surtout des études histologiques du placenta, vous voyez, on trouve dans un quart des cas, on trouve un contexte de chorioamniotite histologique. On trouve dans 50% des cas une malperfusion placentaire, avec des signes de malperfusion placentaire, avec des zones d'ischémie au niveau du placenta, qui peuvent également expliquer pourquoi il y a ces AVC. Les facteurs de risque qu'on trouve habituellement, c'est les garçons, comme dans ce cas-là, multiplier le risque par 3. Césarienne en urgence, ça multiplie le risque par 7. L'époxy perpartum, ça multiplie le risque par 7. Et surtout, la premier accouchement, ça multiplie le risque par 9, assez souvent. Pourquoi? Parce que le travail est plus long, d'une part. Et d'autre part, c'est surtout le travail qui est plus long. Donc, les présentations cliniques, vous voyez, on a les présentations néonatales précoces, où vous avez essentiellement l'ischémie. Essentiellement. Donc, ce qui est rouge et marron, c'est l'ischémie. Que ce soit artérielle ou que ce soit l'hémorragie ou l'ischémie, c'est artériel. C'est artériel. De l'autre côté, quand vous avez les manifestations tardives, ça c'est veineux et ça c'est artériel. Ça veut dire que chez le nourrisson, quand vous avez un AVC chez le nourrisson, c'est essentiellement une thrombose de sinus veineux dans un contexte fébrile, infectieux ou anomalie vasculaire veineuse. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Ça existe, l'infarctus veineux périventriculaire, ça existe. Mais c'est moins fréquent chez le néonatal, tu vois, c'est 12%. Thrombose veineuse. C'est Mohamed Saoui pour répondre à ta question. Il y a les facteurs procoagulants, effectivement, où vous allez automatiquement chercher toute cette catégorie de facteurs, protéines C, protéines S, fibrinogènes, anticothrombine 3, les anticorps anticardiolipides, les anticorps antilupus, mutation du facteur 5 de Leiden et les facteurs, donc le 8, le 9 et le 10. Et puis, les maladies métaboliques. Donc, les maladies métaboliques, essentiellement l'hyperhomocystéinémie, les hypoglycémies par hyperinsulinisme, les anomalies de la glycosylation, ce qu'on appelle le CDG syndrome, et le déficit de la bêta-oxydation. Les causes infectieuses, essentiellement les méningites, ou, ce que vous avez dit tout à l'heure, les réactions inflammatoires, soit par chorioamniotite, soit par jumeaux décédés avec libération des cytokines. Le traitement,
malheureusement, quand on les reçoit, ces enfants-là, ils viennent pour des convulsions, ils arrivent souvent vers H12, H20, H24. C'est trop tard pour l'hypothermie. Parce que l'hypothermie, dont l'accident vasculaire cérébral, en plus l'accident vasculaire cérébral, pour confirmer, il faut faire un EG, il faut faire une IRM. Donc c'est exceptionnel d'arriver à faire tout ça avant H6. Impossible. Donc à ce moment-là, parce que l'hypothermie, elle améliore considérablement le pronostic des enfants qui ont un AVC traité par hypothermie. Les anticonvulsivants, alors, quand l'enfant convulse, il faut les mettre. Quand l'enfant ne convulse pas, ça ne sert à rien de les mettre de manière prophylactique parce que ça ne marche pas. Et deuxième chose, quand on met un traitement anticonvulsivant, il faut essayer de l'arrêter le plus vite possible, c'est-à-dire avant la sortie de l'hôpital. Même si l'enfant développe par la suite une épilepsie, il va être traité pour son épilepsie. Il ne faut pas maintenir en place un traitement anticonvulsivant prophylactique parce que le devenir des enfants qui ont été traités de manière prophylactique versus ceux qui n'ont pas été traités, leur devenir est meilleur. Parce que, en particulier les barbituriques, ils entraînent une atrophie corticale connue chez la souris et connue chez l'homme. Les antithrombotiques, en disant il y a un accident vasculaire, donc il y a un embole là-bas, il y a un truc, machin. Donc c'est connu chez l'adulte et le grand enfant. On peut faire une thrombolyse. Chez le nouveau-né, c'est une contre-indication. Il faut respecter les contre-indications, donc c'est-à-dire qu'il faut vérifier bien que l'hémostase est bonne, il faut regarder le thrombus. Ça, c'est utilisé essentiellement dans le cadre des thromboses veineuses, d'abord, mais non pas artérielles. Et il faut regarder la taille du thrombus. Et il faut voir si, sur 2 imageries consécutives, s'il y a une extension du thrombus, auquel cas, je pense qu'il faut privilégier l'héparine de bas poids moléculaire pour limiter l'extension. Ils n'ont pas obligatoirement cherché à thromboliser, parce que la thrombolyse, malheureusement, elle prédispose à des hémorragies sévères. Et voilà. Pas d'indication en tous les cas systématiquement. Le devenir, parfois vous avez des enfants qui développent un déficit moteur, pour répondre à votre question. Chez le nouveau-né, c'est, je dirais, moins de 1 sur 2 qui développent un déficit moteur. La plupart ne développent pas, dont 20 à 25% des cas, ils peuvent développer une épilepsie, difficultés scolaires plus fréquentes avec des dysarthries, des difficultés de langage et ainsi de suite. Assez souvent, effectivement, on voit que le membre supérieur est plus atteint que les membres inférieurs, avec des enfants qui marchent très très bien et qui ont une rétraction du membre supérieur. Le syndrome de Moya-Moya. Syndrome de Moya-Moya, c'est autre chose. Le syndrome de Moya-Moya, Moya-Moya en japonais, signifie la fumée. La fumée, ça veut dire droan. Donc, ce sont des enfants qui ont des malformations vasculaires au niveau de l'artère cérébrale, les 2 artères, l'une ou l'autre, et il y a une interruption au niveau de l'artère cérébrale qui est congénitale, avec, au lieu d'avoir les ramifications des artères cérébrales, vous avez une espèce de ramification sous forme d'un nuage de vaisseaux très 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 fins, et c'est des enfants qui ont une épilepsie extrêmement rebelle, elle fait partie des épilepsies les plus rebelles au traitement, le Moya-Moya. Ils ont également hémiplégie, hémiconvulsion, exact. Et parce que ça concerne essentiellement une seule zone, le Moya-Moya, soit l'artère cérébrale moyenne droite ou gauche. Et donc vous avez un nuage quand vous faites une opacification, enfin une imagerie avec injection de produits de contraste. Vous avez à ce moment-là une espèce de nuage, et c'est pour cela que ça s'appelle le Moya-Moya. C'est très rare, c'est une épilepsie extrêmement compliquée à traiter. Vous en avez beaucoup ici? Non. D'accord. Mais ce n'est pas un AVC, le Moya-Moya. Est-ce que vous avez des questions concernant... On a 5 minutes? Monsieur le modérateur, il n'y a pas de souci, je respecte votre verdict. Si vous avez des questions concernant les cas cliniques qu'on a vus, marhaba. Comment? Alors, quand il s'agit d'AVC artériel, il ne faut pas coaguler. Parce que souvent, ce sont des AVC ischémiques. Et les AVC ischémiques, ils récupèrent une grande partie sans qu'on fasse rien du tout.
Par contre, quand il y a un AVC vasculaire veineux, là, il faut regarder quel est, donc avec imagerie Doppler, pour regarder quel est le passage. Si le passage est complètement interrompu, il faut surtout privilégier l'héparine bas poids moléculaire, en respectant par exemple un INR correct, c'est-à-dire un anti-10A. Nous, on dose surtout l'anti-10A aux environs de 0,35 et 0,55. Pas trop, c'est pas hypocoagulé, c'est isocoagulé. Il ne faut pas que l'antithrombine A soit très 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 bas. Il faut que ce soit un truc correct de façon à avoir par exemple un TCA 1,3 ou 1,4 moyenne. Il faut avoir, voilà, de façon à ne pas les trop hypocoaguler parce que le risque de saignement est très élevé chez le nouveau-né, très très élevé, même avec des plaquettes normales. Parce qu'en fait, le saignement chez le nouveau-né n'est pas lié uniquement à la thrombopénie ou les facteurs de saignement. Il est lié à l'endothélium vasculaire lui-même. Parce que l'endothélium vasculaire, je vous donne un exemple tout simple. Quand vous prenez l'endothélium vasculaire, vous avez bien sûr le tissu endothélial, vous avez les résistances vasculaires qui vont empêcher le saignement, mais vous avez également des protéines qui sont les bêta-gliales, je pense, les bêta. En tous les cas, c'est des bêta quelque chose, qui vont créer un maillage, comme une espèce de filtre, qui va empêcher le saignement et qui vont donner la résistance au vaisseau. C'est pour cela que quand vous prenez un exemple plus simple, vous prenez un PTI, purpura thrombopénique idiopathique. Il a 50 000 plaquettes. Il ne saigne pas. Vous prenez un choc septique qui a 50 000 plaquettes, il saigne la rage. هذوك عندهم un endothélium vasculaire qui est normal. Alors que celui qui a un choc septique, il a une altération de l'endothélium vasculaire par les toxines, en particulier par les interleukines, toute la cascade inflammatoire, avec une altération avec le maillage, ce qui fait que l'endothélium devient beaucoup plus fragile et il saigne plus facilement. C'est pour cela que dans l'AVC ischémique artériel, on ne fait rien. Première des choses qu'on ne fait rien. Et dans l'accident vasculaire veineux, par thrombose, on vérifie le thrombus et on vérifie s'il y a un passage, vasculaire avec un Doppler, on respecte. Si le passage est vraiment bloqué, on fait à ce moment-là un traitement, pas par thrombolyse, parce que la thrombolyse va... D'abord, la thrombolyse, elle va fragmenter le caillot. En le fragmentant, il va se disperser. Donc la meilleure des choses, c'est de mettre de l'héparine, de permettre à ce moment-là la lyse physiologique. C'est-à-dire que le thrombus, il va se réduire progressivement jusqu'à disparaître. C'est ce qu'on fait à la fois pour le cerveau et également le thrombus de la veine rénale. La même chose. Ou là, thrombus hépatique, quand vous avez un thrombus sur un KTVO au niveau du tramporte ou la chihaja. Donc ça, ne pas chercher à liser très très vite le thrombus, mais il faut éviter l'extension du thrombus. Et le reste, la lise se fait de manière physiologique. Absolument. C'est effectivement, tu as avec Sekhourchi. Yes. Marhaba. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Marhaba, j'espère que j'ai répondu en partie à un certain nombre de questions que vous vous posez. Merci notre maître, professeur Moustapha Mokhtari, ami, frère. Merci Fadl. Donc on apprend beaucoup de choses, on apprend toujours. La néonatologie, c'est un domaine où donc chaque jour nous on a des surprises, il faut toujours continuer à faire de la recherche et à lire. Merci Ustad. Merci Stéphane. Donc